Alors, la caméra n'est pas tournée vers la classe, mais tu as 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 étudiants dans la salle qui t'écoutent, hein, étudiantes, et une douzaine en ligne. Euh, Génial. Eh ben, bonjour et tout le monde. voilà, et j'ai détecté dans les connexions aussi un professeur qui se cache en la personne d'Emmanuel Bonnet, donc il y a un de tes anciens profs. Euh, Ouh, que je Salut cite abondamment. Jérôme, salut Johan. Salut Salut Emmanuel. Emmanuel. Voilà, donc il y a beaucoup de monde pour venir. Éminent professeur que je cite abondamment en plus dans le petit bouquin. Donc, voilà, ce sera. Et comme on n'en a pas reparlé, on n'a pas eu l'occasion de se croiser depuis l'apparition avec Emmanuel. Emmanuel, n'hésite pas à intervenir pour dire non mais attends, t'as interprété tout de travers. Ce Pas sera du tout intéressant. Jérôme. Je vais te laisser présenter et je suis ravi de t'écouter. Alors, donc l'invitation dans ce séminaire de stratégie, c'est sur donc le bouquin que tu as publié il y a pas très longtemps. Mais avant de rentrer dans les détails de l'imagination stratégique, je voulais juste qu'on situe un tout petit peu ton parcours, parce que tu as un doctorat et une première carrière de consultant, puis après, tu as une bifurcation via Clermont avec une autre approche. Donc, déjà, pour situer un peu ta trajectoire professionnelle, comment est-ce que tu t'es lancé dans ta première carrière de consultant et qu'est-ce qui fait que tu as bifurqué après en termes de thématiques? Oui, avec plaisir, rapidement. Ouais, en fait, moi j'ai fait une thèse que j'ai soutenue en 2006 à Reims en psycho du sport. Le thème, c'était le lien entre le stress et la motivation chez des adolescents qui étaient sur des cursus d'accession au niveau sportif. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur des sujets de motivation, de gestion du stress, dans des contextes très particuliers qui sont ces contextes de sport de haut niveau, quoi. Et mon premier pas dans le conseil, donc c'était en 2006-2007 dans un cabinet qui existe toujours qui s'appelle Stimulus. C'était l'application de cette connaissance académique sur le stress et la motivation à des contextes professionnels, puisqu'il était question à l'époque de prévention des risques psychosociaux, de prévention du stress au travail. Voilà, ce genre de choses. À une époque où on commençait à parler des risques psychosociaux, il y avait une vague de suicides chez France Télécom, chez Renault à l'époque. Et donc, c'était devenu un sujet un peu d'ampleur nationale. J'ai fait ça jusqu'en 2019. Donc, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps sur ces sujets de santé psychologique au travail. Et en 2019, j'ai rejoint des copains qui avaient monté un cabinet quelques années auparavant qui s'appelle Albus et qui travaillait plus largement sur des questions de mobilisation, comme on appelle ça chez Albus, c'est-à-dire en gros comment on crée une coopération à large échelle dans des organisations pour faire réussir des projets, souvent des projets de transformation qui ne peuvent pas réussir s'il n'y a pas cette coopération à grande échelle. Voilà. Donc en gros, on arrivait dans des contextes où on avait un porteur de projet, souvent un dirigeant, qui se retrouvait un peu à tirer tout seul un projet, et puis on essayait de l'aider à créer des dynamiques collectives autour de tout ça. Ce qui, en termes relationnels, humains, est hyper intéressant, hein, puisque c'est là aussi, c'est vraiment appliquer des connaissances autour de la motivation, autour de la coopération des contextes professionnels. Donc ça m'intéressait vachement. Le truc qui était devenu très compliqué pour moi, c'est que c'est souvent des projets que nous, on aime bien, nous étant l'écosystème de la redirection écologique. Voilà, c'est mon nouveau nous. Donc c'est des projets qu'on aime bien qualifier de projets très business as usual. C'est-à-dire que voilà, il s'agissait d'aider des usines à être plus performantes, à s'optimiser davantage, à développer des stratégies de croissance, et les projets étaient beaucoup orientés là-dessus. Et ça collait plus du tout avec ce que je pensais juste pour aider les organisations à rentrer dans les limites planétaires. Donc c'est pour ça que j'ai créé, que j'ai participé au master développé par Alexandre Monin, Emmanuel Bonnet, Diego Landivar à Clermont, et que j'ai commencé à réorienter mon activité de conseil autour de ça, c'est-à-dire comment continuer à travailler sur la transformation des organisations, mais cette fois-ci une transformation beaucoup plus stratégique, au sens où il s'agit de les aider
à imaginer d'autres finalités qui sont plus propices avec ce dont on va parler peut-être dans la suite de la conversation. Alors, c'est justement pour rentrer tout de suite dans le dur du livre, je voudrais qu'on aille directement. Alors, vraiment, là, sans faire, on se connaissait pas avant qu'on organise cet appel. Donc, j'ai commencé par être intéressé par ton bouquin et après, je t'ai contacté. Donc, ça Oui. s'est fait dans ce sens-là et c'est un petit bouquin. Et du coup, il n'est pas très cher. Donc, je fais la promotion d'un bouquin que j'ai apprécié et après je vous présente Jérôme. Mais donc voilà, il n'y a pas de, il y a pas de conflit d'intérêt sur l'imagination stratégique qui est très orientée autour de ta pratique. Alors pour qu'on rentre tout de suite dans le dur, ce que je te propose, c'est il y a quelques citations un peu phares moi que j'ai trouvé intéressantes et de peut-être t'inviter à développer ou à contextualiser un peu la première. Alors, les différentes citations. Là. La première, c'est dès le premier chapitre, le premier épisode, tu dis, alors je n'ai pas tout mis à l'écran, mais tu dis, l'intelligence tactique est une qualité et une activité très répandue dans les codires. Mmh. Et la page suivante, tu dis, l'imagination stratégique est très rare en pratique. Alors, qu'est-ce qui fait que cette intelligence stratégique est rare et comment ça se fait que les codir soient plus concentrés sur l'intelligence tactique alors qu'on peut imaginer qu'un comité de direction, ça regarde loin, ça regarde stratégie. Tu as l'air de te dire que c'est plutôt de la tactique. Oui, oui, absolument. Alors, bon, déjà, pour commencer, il faut dire que c'est écrit. Je me suis mis dans une ferme dans le Morvan pendant une semaine pour l'écrire fin octobre, début novembre. Là, j'avais besoin d'une pause. Et j'essaie de tirer les enseignements de 18 mois d'accompagnement de CODIR sur ces sujets de redirection écologique. Ce qui fait que, voilà, faut toujours garder en tête que mes propos concernent la montée en généralité sur cette année et demie d'accompagnement, parce que j'ai voulu voilà, partir de ce que j'avais vécu et de ce que j'avais fait vivre à des collectifs de dirigeants. Et en effet, en fait, cette petite astuce d'opposer intelligence tactique et imagination stratégique, c'est une manière d'illustrer quelque chose qui me semble plus profond, qui est le fait de distinguer les moyens et les finalités. Et que c'est comme ça d'ailleurs que je définis et puis pas que moi d'ailleurs, hein, je cite notamment Philippe Baumard et son bouquin Le vide stratégique, qui définit la tactique comme l'organisation efficace des moyens pour atteindre un but. Donc ça, c'est la tactique. Donc on essaye de trouver des moyens toujours plus ingénieux parfois, toujours plus créatifs, toujours plus efficaces pour atteindre un but, mais ce but-là n'est pas remis en question. Et donc, dans les entreprises, on va très souvent retrouver des buts autour de la croissance, la compétitivité, l'acquisition de nouvelles parts de marché, etc. Donc, les buts ne sont pas du tout questionnés. Et en revanche, on va tirer, c'est ce que je dis dans le premier épisode, on va tirer sur toujours les trois mêmes grosses ficelles en tout cas, que moi j'identifie comme étant les trois ficelles tactiques, que sont la consolidation, l'optimisation et la désirabilité. On pourrait y revenir si. Mais donc, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire c'est de la tactique dans le sens où on ne questionne pas les buts. Là où je place le terme d'imagination stratégique, c'est pour dire, la stratégie, c'est une réflexion sur les buts. Voilà, c'est une réflexion sur si on file la métaphore de la guerre dont la stratégie vient, au fond, la tactique, c'est comment on gagne la bataille, et la stratégie, c'est le choix des batailles, on pourrait dire. Peut-être je simplifie à l'extrême, mais et cette réflexion stratégique nécessite beaucoup d'imagination, à mon sens, parce qu'elle nécessite d'imaginer ou de se laisser la possibilité de faire tout autre chose de ce dont on dispose. C'est-à-dire de mettre des moyens dont on dispose, qu'on a construits, des actifs, des ressources matérielles, immatérielles, des savoirs métiers, des compétences, au service de buts qui sont potentiellement différents des buts qu'ils servent actuellement. Peut-être d'autres marchés, peut-être d'autres logiques aussi que la performance, la croissance ou la compétitivité, etc. Et quels sont ces autres buts? Et ce qui est, d'ailleurs, je termine là-dessus pour pas être trop long sur chacune des réponses, mais là où je trouve que c'est un sujet intéressant, c'est que très rapidement, on est assez muet
on se trouve assez bête quand on commence à se demander mais quel autre but possible pour une organisation que les buts que j'ai cités. Alors c'est là où il y a, il y a un déclenchement que tu mentionnes dans le premier chapitre qui est intéressant parce que tu le formules pas de la même manière, mais vu que j'ai des étudiants connectés à qui j'essaye de donner un cours sur la problématisation, ça va leur parler un peu, mais qui ne doit pas être évident, j'imagine, et j'aimerais bien que tu nous dises aussi quand tu arrives de l'extérieur, comment tu l'inities, tu dis, et tu donnes un exemple, tu dis, l'imagination stratégique part toujours d'une question dérangeante, d'une question qui acte un trouble. Et alors là, je vais lire rapidement le paragraphe parce que tu donnes un exemple et tu dis, tu prends l'exemple d'une station de ski de moyenne montagne. Et tu dis, quel avenir pour notre station de ski de moyenne montagne, son territoire et son économie face à la disparition de la neige? Et nous, quelle est notre neige, la condition d'existence autour de laquelle notre motel s'est bâti et qui pourrait bien disparaître du fait des ruptures écologiques? Donc tu prends cet exemple, effectivement, des stations de ski de moyenne montagne qui, si elles se projettent à 5 ans ou à 10 ans, voient le réchauffement climatique comme étant la fin de leur cœur de... Comment est-ce que, en tant que consultant ou quelqu'un d'externe qui arrive, comment est-ce qu'on amène une question dérangeante? Parce que par définition, c'est des questions que les gens n'ont pas eu tout à fait envie de se poser ouvertement avant que tu arrives. Donc, comment on amène ces questions dérangeantes dans la réflexion stratégique? Ouais. C'est une super question parce que c'est le cœur, pour moi, c'est le cœur du décalage qu'on doit réussir à obtenir. C'est pour ça que j'ai tout un chapitre sur la perplexité et la tolérance à la perplexité, puisque en fait, accepter d'admettre ces questions, ne serait-ce que d'admettre l'existence de ces questions vertigineuses, c'est aussi accepter cette vulnérabilité qui est la perplexité. On pourrait dire aussi le trouble, c'est-à-dire le fait d'être face à une question face à laquelle nos solutions habituelles ne fonctionnent pas. Et donc, il y a vraiment. Et alors, ça, c'est un premier élément. Et puis, le deuxième élément qui me semble important aussi pour rendre cette question ou l'idée même d'une question dérangeante acceptable, c'est que il faut réussir à intégrer une bascule qui est une espèce d'inversion de la logique sur les sujets écologiques. Je m'explique, c'est que dans la plupart des cas que moi j'ai rencontrés, dès qu'on parle d'écologie, on est tout de suite mis dans la case RSE. Et la case RSE, d'une certaine manière, pour une organisation, c'est faire la même chose en plus propre, c'est-à-dire réduire l'impact de notre activité sur la planète. On s'intéresse à ce que notre activité fait à la planète. Et nous, on va inverser la question en se posant la question de ce que la planète fait à notre activité, c'est-à-dire en quoi les conséquences du dépassement des limites planétaires, les conséquences climatiques, géopolitiques, logistiques, matérielles et énergétiques, on peut allonger la liste à l'infini, enfin pas à l'infini, mais on peut encore l'allonger. Qu'est-ce que tout ça fait à nos organisations? C'est pour ça que la question de la neige, qui est une métaphore, je pense que c'est Emmanuel qui est à l'origine de cette métaphore. Non, c'est pas qu'une métaphore. C'est à la fois un vrai terrain de recherche et d'expérimentation, et c'est aussi utilisé comme une super métaphore, parce que quand on pose la question où est la neige chez nous, ça parle assez facilement. Et donc moi, je l'utilise plus en tant que métaphore, puisque je bosse plus dans des organisations qui ne sont pas des stations de ski de moyenne montagne. Mais cette métaphore, pour moi, elle est hyper importante, parce que la neige, en fait, c'est une dépendance critique, et ça force à se poser la question sur quelles conditions d'existence. Énergie pas chère, logistique qui fonctionne de manière impeccable à l'échelle mondiale, acceptabilité sociale de notre activité, qui bénéficie donc d'arbitrage politique en sa faveur, etc. Là aussi, on peut allonger la liste, mais sur quelles conditions d'existence que potentiellement on peut prendre pour acquis, comme la neige, on a pu la prendre pour acquis, notre activité s'est développée, et qui pour autant pourrait être remis en cause dans les années à venir, soit parce que ces conditions d'existence sont vouées à disparaître, soit parce qu'elles sont vouées à fluctuer d'une manière inédite. Donc, ça, c'est la manière dont on construit les questions vertigineuses. C'est un détour par la prospective, en se disant, mais si on commence à regarder un peu différents futurs dans lesquels ces ressources clés, dans lesquels ces neiges, ce qui constitue pour nous des neiges, sont amenés à varier ou à disparaître,
qu'est-ce que ça veut dire pour nous et comment on se réinvente face à ça. Donc voilà, détour par la prospective pour arriver à ça. Alors, cette question de la prospective, c'est au cœur de ce que toi tu fais sur l'imagination stratégique. Et du coup, alors, juste, je vais te soumettre une citation de ton livre et j'avertis Emmanuel Bonnet que je l'interpellerai après cette question-là sur une citation de leur bouquin. Alors, pas tout de suite, Emmanuel, mais voilà, si tu peux, dans 5 minutes, je t'interrogerai. Si tu peux pas, ça n'est pas grave. Mais vu que tu fais la surprise de ta présence, mais tu dis dans ton bouquin, Jérôme, il y a cette question de produire des visions alternatives. Donc, il y a voilà, regarder le futur, parce que c'est ça qu'il y a derrière ça. Euh, mais elles ont pour caractéristique, toi tu les appelles détonnantes et détonnantes. Donc c'est pas Mhm. juste se projeter dans n'importe quel avenir de l'entreprise ou de l'organisation, parce que souvent on voit la stratégie comme les futurs désirables, quoi. Toi tu leur donnes une couleur un peu différente qui est celle de détonner et détonner, en jouant sur les deux termes. En quoi est-ce que c'est des critères qui pour toi, sont particulièrement importants en stratégie? Euh, Parce que ça me fait dire, donc là, c'est les réactions que ça provoque. Hein. Quelles sont les réactions que provoquent ces visions? Détonnante au sens, ça sort du ton. Je sais jamais lequel s'écrit avec deux N et lequel s'écrit avec un N. Je suis nul là-dedans, mais qui sortent du ton, c'est-à-dire qui peut presque apparaître comme une fausse note. C'est assez décalé par rapport aux visions qui sont habituellement véhiculées dans les entreprises. Et puis détonnante au sens où ça peut aussi, au sens d'une détonation, où ça peut générer des réactions vives, parfois des réactions de colère, des réactions d'indignation, des réactions de mais qu'est-ce que vous racontez, quoi? Arrêtez un peu. Euh, Sachant qu'une partie du cadre du cadre de sécurité de ces démarches vise aussi à accueillir tout ça et à rendre tout ça, toutes ces réactions OK. Euh, mais voilà, donc ça c'est oui, parce que, en fait, pardon, je remets de l'ordre dans mes idées, mais il y a aussi, quand on dit des visions, là, l'imagination stratégique produit des visions, il faudrait aussi s'entendre sur ce qu'on entend par vision. Pour moi, il y a deux types faut qu'on travaille sur deux types de visions. Il y a déjà des visions du paysage, de l'environnement dans lequel l'entreprise va devoir opérer dans les années à venir. Je prends un exemple aéronautique dans le bouquin, en disant que dans cette entreprise, il y a deux types de visions de l'avenir du secteur qui cohabitent. Et c'est super qu'elles cohabitent. En général, la première bouffe la deuxième. La première vision, c'est un aéronautique qui continue de croître à deux chiffres tous les ans dans les 15 prochaines années grâce à l'avion vert, grâce à des destinations touristiques qui restent hyper attractives, grâce à l'accroissement du pouvoir d'achat dans un certain nombre de pays, grâce à la décarbonation du secteur, etc. Et puis un deuxième type de vision, toujours du paysage, qui est, bah non, en fait, on est dans un monde où il y a moindre abondance énergétique, où l'avion n'a pas réussi sa décarbonation et commence à être sacrément pointé du doigt, notamment par des gens qui sont victimes des événements climatiques, où il y a certaines destinations touristiques qui ne sont plus assurables, où il y a des événements climatiques dans ces destinations qui font que les gens réservent au tout dernier moment leur voyage si jamais ils le réservent, etc., etc. Donc ça, c'est premier type de vision sur le paysage dans lequel notre entreprise va devoir évoluer. Et puis il y a un deuxième type de vision, c'est nous dans ce paysage, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, c'est vraiment la vision de l'avenir de l'entreprise. Est-ce que on maintient coûte que coûte notre activité historique? Est-ce qu'on la redirige vers quelque chose de complètement différent? Est-ce que la place de l'aéronautique dans la société qu'on promeut reste la même ou est différente, etc. Donc c'est vraiment si on voulait faire une métaphore photographique, on dirait portrait-paysage, quoi. Donc, vision du paysage dans lequel on évolue et vision du portrait, c'est-à-dire qui on est dans ce paysage et à quoi on contribue dans ce paysage. Voilà, donc, et c'est vraiment ces deux types de visions qui peuvent être détonnantes et détonnantes pour moi. Alors du coup, la stratégie, c'est des questions dérangeantes, de la perplexité, ça détonne, c'est dans une autre couleur, du coup, Oui, ça n'a pas la même forme. oui. Ça détonne dans le sens où ça explose un peu, ça fait résonner. Donc,
qui est intéressant dans ton livre, c'est qu'on est loin de l'univers un peu policé de cette idée du conseil en stratégie avec des gens qui viennent faire des ateliers de réflexion stratégique dans des retraites. Voilà, l'idée que voilà, ça secoue un peu. Et alors, je pense que c'est là où je- Emmanuel fait le plaisir et la surprise de se connecter. Donc, je me permets d'interpeller parce que une des idées que tu amènes dans le livre et qui est importante dans ta réflexion sur le futur, c'est notamment la question du futur obsolète. Obsolète. Et il y a un truc qui est intéressant. Donc ça vient vraiment du livre d'Emmanuel Bonnet, de Diego Landivar et d'Alexandre Monin, qui s'appelle Héritage et fermeture, dont je recommande chaudement la lecture à toutes les personnes connectées dans la salle. C'est un bouquin qui lie la question de l'organisation, de la stratégie, du management et la question de l'anthropocène, des limites planétaires, de la transition de manière vraiment brillante. Et alors, je vous cite, Emmanuel, et tu pourras peut-être nous en dire un peu plus sur cette idée des futurs obsolètes. Ils disent dans le livre, il s'agit de déprojeter des futurs obsolètes plutôt que de projeter des futurs souhaitables, faire l'épreuve d'une paralysie plutôt que restaurer une capacité d'agir. Donc là, tu vas vraiment à l'encontre de la pulsion de pouvoir et de toute puissance du manager stratégique qui se projette dans des futurs souhaitables et qu'on va faire advenir. Hein, on le souhaite et en plus, ça va se réaliser. Mais c'est dans le titre, hein, dans Héritage et fermeture, vous appelez plutôt à faire l'expérience un peu d'une paralysie ou d'une limite ou d'une fermeture. Ça va quand même à l'encontre des cadres stratégiques habituels. Ouais, mais merci beaucoup pour cette question. Du coup, j'avais pas relu cette citation depuis longtemps et du coup, elle est un petit peu. Je crois qu'il y avait. Bon, on a pris un peu plus de 15 jours pour écrire ce livre, mais on l'a écrit un peu avec nos tripes. Comme ça, il fallait que ça sorte d'une certaine manière. Euh, oui, je crois qu'il y avait une réflexion sur comment ne plus forcer le possible. Je crois que je dirais, c'est autour de ça. Effectivement, beaucoup d'organisations, mais pas que des organisations privées capitalistes. On pourrait parler aussi d'institutions, de collectivités, cherchent toujours en fait à se projeter avec des grands récits globalisants et mobilisateurs. Hein. D'ailleurs, on dit tout le temps dans le milieu corporate qu'il faut embarquer tout le monde. Hein. Donc, il y a un peu ce côté forcé, on rentre tous dans le même récit, etc. Et puis surtout, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et depuis les enquêtes, je dirais, pour reprendre un peu la notion de trouble dont tu parlais, Jérôme, nous, on se rendait compte, alors les stations de ski, les milieux de montagne, mais je dirais des organisations, entre guillemets, plus classiques, ou des territoires, bah, que les personnes hésitaient, en fait, étaient dans une forme de perplexité. Moi, j'aime bien cette idée de perplexité, d'hésitation, de pas être sûr, finalement, de ce qu'on doit vraiment désirer, faire, etc. Et ça les amenait plutôt à se mettre dans une situation d'enquête sur ce trouble, plutôt que dans une projection comme ça, comme s'il fallait faire toujours projeter ce futur souhaitable et désirable. Et ce qui ne veut pas dire, même si la citation est un petit peu comme ça, euh, peut-être opère une sorte de réduction, qu'on est contre le désirable, qu'on est contre le souhaitable, qu'il faut un truc absolument catastrophique et se confronter aux effondrements en cours. Hein. C'est pas du tout l'objectif, c'est de dire se mettre au niveau des personnes qui sont concernées par des troubles. Et on l'est tous hein, et toutes, je pense, dans les organisations. Sauf que peut-être certaines organisations et certains territoires sont un peu plus connectés, on va dire, à cette projection vers un futur désirable et moins connectés, on va dire, aux troubles en cours, etc. Et on se disait, en fait, tout simplement que dans ces troubles, dans cette perplexité, pour reprendre cette formule, il y avait des choses à faire. Il y avait du possible, quelque chose à inventer, quoi, etc. Mais c'est justement la question qui nous animait, qui anime en fait, les enquêtes des personnes concernées dans ces milieux-là. Voilà, c'était un petit peu le sens de cette idée-là. Merci, et merci pour la réaction au débeauté. Mais pour situer, et on crée un MSI à Clermont, design et organisation de l'Anthropocène. Oui, Qui...
qui articule ces questions-là. Tout à fait. Et donc, ça me fait une parfaite transition, Jérôme, sur la dernière citation. Je t'avais dit que je te lâcherais avant, je t'avais promis de te lâcher avant 45, donc j'essaye de tenir, mais c'est dans la foulée de ces futurs obsolètes, tu dis qu'un point majeur, c'est que pour ouvrir de nouveaux futurs, il faut d'abord avoir le courage et la lucidité de fermer les futurs qui n'ont plus d'avenir. Là aussi, c'est une mission ambitieuse et un peu dérangeante que d'amener ça dans les directions d'entreprise. Mmh. Ouais, il y a plein de trucs à dire là-dessus. Bon, une partie, cette citation est dans la droite ligne de celle que tu as reprise du texte d'Emmanuel. Donc, une partie de ce que disait Emmanuel s'applique à ça. Déjà, pour prolonger un petit peu, moi, pour réagir par rapport à ce que disait Emmanuel à l'instant, je trouve que le désirable a sa place. Et moi, j'aime bien te parler du trou de souris du désirable. C'est-à-dire que pour moi, là où ça fonctionne pas, c'est quand on commence par parler de futur désirable ou de futur souhaitable, comme si l'Anthropocène n'était pas passé par là, c'est-à-dire comme si tout restait possible à partir du moment où on le voulait. C'est aussi ce que disait Emmanuel. Et donc, pour moi, à partir du moment où on a commencé à être très au clair sur les contextes dans lesquels on va évoluer dans les prochaines années, qui sont plus les mêmes parce que voilà, il y a un certain nombre de bascules en cours, bascules et non pas crises. On pourrait revenir aussi sur cette distinction que je propose dans le bouquin. Eh bien, tout n'est plus possible. Mais à partir du moment où on est très au clair sur ce qui reste possible, souhaitable, envisageable dans ces futurs-là, alors dans cet espace-là, on peut réfléchir sur le désirable. Mais voilà, c'est un peu un trou de souris, quoi. Et ça vient dans un deuxième temps. Les futurs qui n'ont pas d'avenir, c'est une autre manière de parler des futurs obsolètes. Et dernier point peut-être là-dessus, donc en effet, c'est pour ça que quand je parle là aussi de trou de souris du désirable, c'est aussi dans cet ordre-là. D'abord, on ferme les futurs qui n'ont plus d'avenir, on est au clair sur les contextes, et ensuite, on va pouvoir ouvrir de nouveaux futurs, y compris des futurs désirables, dans cet espace-là. Peut-être dernier point là-dessus, je voudrais aussi faire référence à un autre champ de recherche qui m'a inspiré dans la prise de hauteur sur les missions dont je cherche à tirer des enseignements dans le petit bouquin. C'est le travail de Ril Miller et plus largement de l'UNESCO sur ce qu'ils appellent la littératie des futurs. C'est-à-dire le fait d'apprendre à manier le futur. Et un des éléments que je trouve très intéressant qui ressortent de ces travaux que j'ai cherché à reprendre un petit peu, c'est l'idée selon laquelle le futur existe et il nous influence. Alors, le futur n'existe pas en tant que réalité, mais le futur existe en tant qu'anticipation, c'est-à-dire qu'on a tous une image plus ou moins formalisée de ce que va être le futur et on s'en fait la représentation. Et que nos manières de nous représenter le futur influencent nos prises de décision présentes. Si j'imagine que le futur sera une vague prolongation du présent en un peu plus technologique avec de l'IA, etc., je ne prends pas les mêmes décisions stratégiques, tactiques et même domestiques, personnelles, que si j'imagine que le futur va être un futur où la sobriété va triompher de manière choisie ou imposée, où les enjeux les plus importants seront des enjeux de souveraineté et plus des enjeux de compétitivité. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais voilà, c'est vraiment la manière dont on se représente le futur nous influence. Et donc, il faut être très au clair sur ça, c'est-à-dire quand on imagine, quand on commence à formaliser des décisions qui ont une portée stratégique dans une organisation, toujours avoir le réflexe, pour moi c'est un des grands enseignements de ce que j'ai cherché à mettre en avant aussi, c'est juste une petite question réflexe qui est dans quel futur c'est une bonne idée? Ce projet, cette orientation, cet axe stratégique, ce projet d'optimisation, de numérisation, de passage d'une maintenance basée sur des techniciens, des techniciennes, à une maintenance prédictive basée sur des algorithmes, des capteurs et de l'intelligence artificielle. C'est peut-être une bonne idée maintenant parce que ça nous permet c'est un exemple au hasard, c'est peut-être une bonne idée maintenant parce que ça nous permet de gagner
quelques points de marge et de répondre à des aspirations de nos clients et d'être très séduisant pour nos clients aujourd'hui, mais dans quel futur c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne idée dans un futur de raréfaction des ressources et de raréfaction matérielle? Est-ce que c'est une bonne idée dans un futur où les tensions géopolitiques sont beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui, etc. Donc voilà, très au clair des futurs sur lesquels on se projette pour prendre des décisions. Ça me semble être un point important pour rebondir aussi sur cette citation. Et d'ailleurs, dans la même page, tu cites Rutger Bregman, et à mon avis, ça vient de, je pense, Utopie pour réalistes, un bouquin très important aussi à lire absolument, dans lequel il dit l'incapacité d'imaginer un monde où les choses seraient différentes n'indique pas l'impossibilité du changement, mais un défaut d'imagination. C'est-à-dire que quand on a l'impression que rien ne peut changer ou rien ne peut être différent, c'est en général plutôt un défaut d'imagination. Alors, est-ce que la conclusion euh, euh, de tout ça pour faire face à ce que tu dis sur la question pratique un peu vertigineuse. Du coup, est-ce que la conclusion et les conseils pour les étudiants, c'est que pour se préparer à ça, est-ce qu'il faut faire ton dernier chapitre? C'est quand même un entretien avec un dirigeant d'une grosse PME qui dit on doit aussi être capable de réflexion philosophique. Du coup, est-ce qu'il faut qu'ils aillent lire de la philo? Est-ce qu'il faut qu'ils aillent lire de la science-fiction? Qu'est-ce que tu conseilles à nos étudiants qui voudraient jouer soit en tant que consultant, soit en tant que décideur, à un niveau d'imagination stratégique? Comment ils peuvent s'alimenter pour aller dans cette direction-là? Ouais. Oui à tout ce que tu as dit là. Oui pour les lectures philosophiques, oui pour les lectures science-fiction. Enfin, en tout cas, des récits prospectifs, quoi. Parfois, la science-fiction, c'est très technologique. Et je pense qu'il y a plein d'autres bascules que des bascules technologiques auxquelles il faut qu'on s'acclimate. Mais en tout cas, oui pour tout ça, oui pour l'ouverture d'une manière générale. Mais en fait, un des enseignements aussi, je trouve, c'est que ces réflexions-là et ces questionnements-là existent chez peut-être 8 ou 9 dirigeants sur 10 avec lesquels j'ai travaillé, au niveau intime, ça existe. La difficulté, c'est de le faire exister dans leur collectif, dans leur codir, dans leur COMEX, dans leur conseil d'administration, etc. Où là, en fait, c'est plutôt à ce niveau-là que la perplexité n'a pas sa place, qu'on est très guidé par des enjeux court terme, qu'il faut être fort, qu'il faut montrer que nos solutions sont bonnes et suffisamment bonnes pour qu'on mérite notre place dans ce collectif, etc. Et moi, j'ai l'impression que s'il y a un truc que j'aide à faire, ou qu'on aide à faire avec les personnes avec lesquelles j'ai eu le plaisir d'accompagner ces codires-là, c'est d'aider des questionnements. Oui, d'aider des questionnements intimes à passer à un niveau collectif et faire en sorte que certains futurs inconfortables ou certaines questions vertigineuses soient perçues, soient considérées par le collectif comme dignes d'intérêt stratégique. Digne d'intérêt stratégique, ça veut dire on ne sait pas si ce futur va advenir, on ne sait pas si cette question va être absolument déterminante dans les 10 prochaines années, mais on considère que c'est suffisamment plausible pour que ce soit quand même une erreur stratégique de la part de notre collectif de ne pas s'y préparer ou de ne pas la considérer sérieusement. Et voilà. Et pour moi, c'est vraiment ce passage de l'individuel au collectif, d'un questionnement intime à une légitimité collective de ces questions qui marque le saut qualitatif le plus déterminant, je trouve. Alors, vu qu'on est à l'heure, il reste quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions en ligne ou dans la salle euh, sur la stratégie, l'imagination stratégique, le parcours de Jérôme? Dommage, on vient de parler beaucoup d'imagination et il n'y en a aucune qui arrive à formuler une question. Est-ce que tu aurais des conseils sur les lectures que tu as un peu mentionnées? Alors, tu conseillais plutôt la science-fiction prospective que l'obsession technologique, mais est-ce que tu as des conseils de lecture ou même d'ouvrages, que ce soit philo ou sciences humaines et sociales, qui t'alimentent dans ta réflexion et ton accompagnement de consultant en stratégie? Oui.
Alors, peut-être une dernière remarque, et puis je réponds à ta question. J'ai pas réagi tout à l'heure, mais quand tu reformulais les choses, Johan, en disant, mais en fait, voilà, donc la stratégie, ça doit être bousculant, ça doit être, on n'est pas dans l'univers feutré. En fait, je pense pas que ce soit une fin en soi. C'est juste que je trouve que de plus en plus, moi, j'ai l'impression d'être un obsédé du contexte dans lequel nos entreprises se situent, dans lequel on se situe, dans lequel on prend des décisions. Et pour moi, si les recettes stratégiques ou les techniques ou les outils ou les réflexes stratégiques qui ont d'une certaine manière fonctionné dans les dernières décennies, si elles doivent à ce point être remises en cause aujourd'hui, c'est parce que le contexte est radicalement différent. C'est pas pour plaisir, par plaisir de bousculer, quoi. C'est-à-dire que je pense on n'a pas vraiment acté en fait, et on n'a pas vraiment tiré les conséquences de en quoi est-ce que voilà, le monde est et va devenir radicalement différent par rapport à celui qu'on a connu sur pas mal d'aspects qu'on pourrait développer, et qui fait que les stratégies gagnantes d'hier sont pas les stratégies gagnantes d'aujourd'hui. Il faudrait s'entendre sur ce que c'est qu'une stratégie gagnante. Parce que là, ça repose des questions de finalité. Mais voilà, pour le dire simplement. Donc, et ça, pour moi, c'est aussi un des éléments du concept d'orgocentrisme que j'ai emprunté là aussi à Emmanuel, qui est le fait que les organisations sont très centrées sur elles-mêmes. Elles sont tellement centrées sur elles-mêmes que quand elles font un exercice de réflexion stratégique, pour moi, elles passent 90% de leur temps à se poser des questions sur qui elles sont, qu'est-ce qu'elles doivent devenir, etc. Et extrêmement peu de temps à se poser des questions sur le contexte dans lequel elles vont évoluer. Voilà. Et pour moi, ça, c'est vraiment déterminant. On devrait inverser la proportion en réalité. Voilà pour cette petite parenthèse. À titre personnel, les ouvrages qui m'aident, en effet, il y a tous les ouvrages que j'ai cités dans le bouquin, à commencer par Héritage et Fermeture. Il y a, alors, moi j'ai besoin d'avoir un imaginaire qui est nourri de futurs qui sont un petit peu différents. Donc, dans la SF, moi je mettrais Ursula Le Guin. Il y a un bouquin que j'ai adoré qui s'appelle Les Dépossédés, qui est pas un futur technologique, qui est un futur. Je sais même pas si c'est un futur. D'ailleurs, c'est pas très situé dans le temps. C'est comme Star Wars, mais c'est un monde dans lequel il y a eu une scission, un peu comme dans Ecotopia, qui est un autre ouvrage intéressant, je trouve, dans lequel il y a eu une scission entre des habitants d'une planète qui s'appelle pas la Terre, mais qui ressemble étrangement à la Terre, très capitaliste, avec des frontières partout, avec des conflits, etc. Et 200 ans plus tôt, il y a une communauté d'humains qui est partie de cette planète qui s'appelle Uras pour en fonder une autre, une autre civilisation sur une autre planète qui s'appelle Anares. Et 200 ans plus tard, il y a un scientifique d'Anares, donc du nouveau peuplement, qui revient sur Uras. Et c'est un bouquin hyper intéressant parce qu'à la fois, on découvre un mode de fonctionnement très alternatif, beaucoup plus sobre en ressources, parce que cette planète, elle est beaucoup moins fertile, climatiquement, elle est beaucoup plus compliquée, etc. Donc, on découvre d'autres modes de vie et d'autres fonctionnements sociaux. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est le scientifique d'Anares, quand il revient sur Uras, il voit l'équivalent de la Terre avec des yeux, l'équivalent de nos systèmes qui nous paraissent, nous, naturels, avec des yeux nouveaux. Et ça aussi, c'est très intéressant. Voilà. Et puis après, moi, j'avoue que de plus en plus, malheureusement, j'ai assez peu de temps de lire, donc j'opte beaucoup aussi pour des bandes dessinées qui vulgarisent des choses assez complexes. La dernière que j'ai lue, c'est la dernière BD d'Inès Léraud, qui avait travaillé sur les algues vertes en Bretagne. Et là, pour le coup, c'est sur l'histoire du remembrement en France, qui est pareil, pour comprendre un peu le fonctionnement de notre société actuelle. Je le trouve très intéressant. Le remembrement est un fait historique majeur et largement sous-estimé de mon point de vue, qui s'appelle Champ de bataille. Je conseille chaudement la lecture. Voilà. Et puis après, j'ai des lectures qui m'aident à comprendre le fonctionnement des secteurs dans lesquels je travaille. Donc, bon, ça va être un peu moins intéressant pour, en tout cas, de porter un peu moins général. Voilà. Pas très fourni. Ok. Peu de temps, du coup. Ouais. Bon, on approche des trois quarts d'heure. Merci beaucoup, Jérôme, d'être passé nous voir. Et bon courage pour les missions en cours avec des stratégies détonnantes. À bientôt.
Merci et merci beaucoup pour ton invitation, Johan. C'était vraiment super chouette. Et puis, hyper sympa de discuter avec toi en mode conversation comme ça. C'était super. Merci, Emmanuel, d'avoir passé une tête. Trop cool, ça fait chaud au cœur. Merci à toi, merci Johan. Et s'il y a des questions qui émergent, je m'en ferai le relais. Si à un moment, les esprits se libèrent. Avec plaisir. À bientôt, au revoir. À bientôt.